Bonjour, vous écoutez l'épisode 138 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne les personnes qui ne se retrouvent plus vraiment dans leur quotidien agité et qui aspirent à une vie plus épanouissante. Je les accompagne à revenir à leurs essentiels et à faire les choses davantage à leur manière en se créant une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde, pour avancer avec plus de joie, de sens et d'impact positif au quotidien. Si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous pour vous créer une vie qui vous épanouisse davantage, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site orianesavourelucas.com pour une conversation offerte et sans engagement, durant laquelle nous pourrons explorer dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Avez-vous choisi le podcast ? Ce sont 3 formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme, une personne dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard et se remettre en mouvement. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Jean-Luc Catanzaro, un entrepreneur sarthois engagé et un acteur très impliqué sur le territoire ligérien, sur le plan économique et social, et notamment en matière d'insertion, de solidarité, d'emploi et de formation. Aujourd'hui vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire, il est également le parrain d'associations qui accompagnent des personnes en grande difficulté et il contribue activement à renforcer les liens entre les acteurs du territoire et les entreprises. Jean-Luc Catanzaro est un homme d'action et d'engagement, un homme qui se remonte les manches, qui sait impulser des projets, qui mobilise des forces vives, qui crée des liens et des ponts et qui bâtit des projets solidaires. Son engagement à trouver des solutions concrètes pour accompagner avec justesse des personnes qui souhaitent sortir de la rue se nourrit de sa propre expérience car il a passé lui-même quelques mois à la rue, un univers dont il est sorti en ayant appris à ne plus juger et où il a développé son empathie et sa tolérance. J'ai fait la connaissance de Jean-Luc Catanzaro le 24 novembre 2021 à l'occasion des 2 ans de l'antenne angevine de l'association 60 000 rebonds. Cette association, elle accompagne des entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise suite à une liquidation et elle les accompagne à se reconstruire personnellement et à rebondir vers un autre projet professionnel. J'y interviens en tant que coach bénévole depuis novembre 2021 et à travers cet engagement, j'ai à cœur de contribuer à mon niveau à changer le regard sur l'échec en France, ce qui est un des objectifs que s'est donné cette association. Et ce soir de novembre 2021, donc, c'est une salle entière qui a été bouleversée par Jean-Luc Catanzaro, qui nous a partagé avec sincérité et humilité ce bref chapitre de sa vie, la manière dont il a rebondi, ainsi que les diverses opérations qu'il a mises en œuvre depuis pour contribuer à son niveau à changer les choses autour de lui. C'est toute la salle, attentive et émue, qui a été touchée par son témoignage et qui s'est interrogée sur son propre regard sur la rue, ses habitants, sur le rebond et sur l'engagement. Après son intervention, je suis allée remercier Jean-Luc pour le cadeau qu'il nous a fait en nous partageant son expérience et son engagement, pour lui dire combien, par son témoignage, il avait dans cette salle changé le regard sur la rue, l'échec et la vulnérabilité, et pour lui dire combien j'aimerais beaucoup enregistrer une conversation autour du choix avec lui. Cette conversation, il ne l'a pas acceptée pour parler de lui, parce que parler de lui, ce n'est vraiment pas ce qui lui importe. Il l'a accepté quand je lui ai dit combien je souhaitais mettre en avant la place du choix dans son parcours, son choix du lien, de l'action, du sens, son choix de contribuer à changer le regard sur l'échec et sur la réussite, et que j'avais envie de contribuer, à mon niveau, à diffuser sa manière pragmatique et nuancée de s'engager au quotidien. Je suis ravie qu'il ait accepté et j'espère de tout cœur que cette conversation atteindra de nombreuses paires d'oreilles. Au cours de cette conversation, Jean-Luc et moi parlons, entre autres, de ce qu'il a appris de cette courte période de sa vie passée dans la rue, de ces rencontres qui changent tout et des moments déclencheurs, du pouvoir des mots, des regards, des sourires et des questions, de bonnes intentions, de besoins, de justesse et d'attention, ou encore d'échecs, de réussite et de vision du monde. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute.
Jean-Luc Catanzaro, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes un entrepreneur engagé au parcours atypique, on va dire, et on va évoquer cela. Aujourd'hui, vous êtes entre autres, parce que vous avez beaucoup de casquettes, mais vous êtes entre autres vice-président de la région des Pays de la Loire aux côtés de Christelle Morancet. Mais il y a quelques années, vous êtes passé d'une belle situation à la rue. C'est comme ça que je vous ai rencontré à travers un témoignage de votre parcours dans le cadre de l'association 60 000 rebonds. Et j'aimerais, si vous en êtes d'accord, que vous nous partagiez ce que vous avez appris de plus précieux de cette période de votre vie. On en a déjà parlé tous les deux un petit peu quand on s'était croisés. C'est vrai que c'est pas des sujets que j'aime forcément évoquer. Voilà. D'abord parce que souvent c'est ce qui ressort, alors que j'y ai passé peu de temps. Et donc j'ai fait évidemment forcément beaucoup d'autres choses. Et puis voilà, c'est toujours une histoire très perso, ce genre de situation, et on n'a pas forcément envie forcément d'en parler. En fait, si je me suis décidé parfois à en parler, c'est parce que ça permettait de mettre de la lumière sur ces situations. Ça permettait de monter notamment des actions que j'ai pu mener sur le Mans, grâce évidemment à la presse, hein, qui relaie plus facilement une histoire un peu atypique qu'une histoire traditionnelle, on va dire. Et donc, ça m'a permis de pouvoir passer tout un tas de messages, de mettre de la lumière sur ces personnes et de monter des actions pour leur trouver des solutions autour des idées reçues, pour les faire évoluer, du logement ou d'autres situations positives. Ce que j'ai retenu de ce passage, évidemment, d'abord quand on y tombe, c'est un petit peu curieux parce que vous avez difficilement un mode d'emploi. Il n'y a pas de règlement intérieur. Voilà. Il n'y a pas forcément quelqu'un pour vous accueillir et vous expliquer ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Donc les choses s'apprennent un peu sur le tas. Donc il y a des gens qui sont un peu plus aguerris, qui sont là depuis un certain temps. Certains sont un peu parrains. C'est pas un endroit très agréable évidemment parce que il y a des moments où ça caille. L'été il fait très chaud aussi, hein. Et puis ça peut castagner un peu de temps en temps. Mais c'est aussi un endroit extrêmement solidaire, avec, j'allais presque dire, un côté famille qui est assez remarquable, qu'on apprend à découvrir et auquel on finit par s'attacher assez fortement. Parce que c'est un milieu évidemment forcément à part. Ce que j'en ai retenu, moi, c'est plusieurs choses. D'abord, on apprend forcément un volet tolérance et à ne pas porter de jugement, parce que lorsque vous êtes à la rue, les gens vous regardent finalement assez peu. Et si vous vivez pas ça avec un peu de sérénité, un peu de recul, en y mettant un peu de discernement, bah, vous passez votre temps à être en guerre avec les gens, quoi. Et puis petit à petit, on comprend que ni celui qui est à la rue peut dire bonjour à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent devant nous, ni celui qui passe dans la rue, on finit par comprendre que c'est pas si simple. On va pas s'arrêter non plus partout. Bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Qu'est-ce qui va se penser? Qu'est-ce qui va me dire? Qu'est-ce qui va me demander? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas forcément évident parce que la personne qui passe dans la rue, même si elle a de bonnes intentions, même si elle a envie, est-ce qu'elle va rester longtemps? Est-ce qu'elle va parler longtemps? Est-ce qu'il va me demander quelque chose? Est-ce qu'il va me demander une pièce? Et puis il peut y en avoir un certain nombre sur mon chemin. Donc en général, on part pas une demi-heure avant, histoire de passer du temps avec tout le monde. Donc on finit par comprendre ça aussi. Donc mais c'est quand même difficile de vivre ce manque de regard. Ce manque juste, c'est pour ça qu'on en parlera peut-être après, mais j'ai monté une opération qui s'appelle Un regard, un sourire, qui avait un seul message. Quand tu croises une personne à la rue, juste un petit regard, juste un petit sourire et on se doit rien. C'est juste ça qui manque parfois. Et ça, je l'ai compris le jour où ce sont notamment le regard des enfants. Quand les enfants vous regardent, ils ont pas un regard craintif, ils n'ont pas un regard jugeant. Parce que parfois, il y a des regards compliqués, hein, y compris des regards un peu de dégoût, ça peut arriver, ou de l'indifférence, ce qui n'est pas forcément mieux. L'enfant, il regarde avec
incompréhension. Qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur? Pourquoi il est assis? Pourquoi il n'a pas de maison? Et c'est ça qui permet aussi de se reconstruire, parce qu'on se dit, après tout, voilà, à l'origine, le petit bonhomme, la petite dame, c'est plutôt quelqu'un de bien, quoi. Donc voilà, donc j'ai retenu, on retient ça. Après, on retient aussi, on apprend beaucoup la tolérance, forcément. On apprend évidemment l'empathie. Et puis moi, j'ai aussi appris une chose, c'est la différence qu'il y a entre ce qui peut paraître superflu, ce qui peut paraître important et ce qui peut paraître essentiel. Parce que quand on traverse un moment difficile, on met assez facilement la hauteur des difficultés qu'on vit, mais finalement, on regarde les choses avec avec des curseurs. Et je donne souvent cet exemple, quand j'essaie de sortir de la rue, je m'étais pris une chambre d'hôtel. Et c'est vrai que ce soir-là, dans cette chambre d'hôtel, on se dit, c'est important de se laver, c'est important de se doucher, c'est important de dormir au chaud avec une couverture. Mais ce qui est essentiel, c'est de fermer la porte. Ce qui est essentiel, c'est de dormir en sécurité, c'est de dormir apaisé, sans être dérangé, sans se poser de questions, sans se dire on va être viré. C'est énorme. Donc voilà, je retiens ça, puis je retiens aussi ce qui m'a surpris en arrivant. Parce que j'avais des collègues, si j'ose dire, de la rue qui me parlaient de liberté. Ils étaient libres. Alors, ça surprend. Tant t'es en galère, ouais, mais je fais ce que je veux. Et si j'ai envie de dire merde à quelqu'un, je lui dis merde. Et je dois plus rien à personne. Et puis je leur disais, mais vous posez pas la question de sortir Et là, on m'explique que quand on tombe à la rue, c'est qu'on a pris des pains de la vie dite normale. Et toi, tu es en train de nous dire retourne-y, prendre des pains. Donc il y avait ces paradoxes-là, à la fois un endroit difficile et un endroit très solidaire, un endroit où on parle de liberté et on ne doit rien à personne, donc pas de contraintes, donc on est presque content. Et en même temps, c'est difficile. Évidemment, c'est une vraie galère. Bon. Et voilà, c'est ce genre de choses que je retiens. Et puis le regard de certaines personnes aussi, les rencontres. Moi, je me souviens de cet homme que j'ai rencontré qui s'assoit à côté de moi. Je souris parce que d'abord, il était marrant, mais c'était un peu le parrain, quoi. C'était le sage, celui qui tendait la main aux nouveaux, qui nous disait tu peux te laver là, tu peux manger là, enfin, des trucs et les astuces qui permettaient de vivre des moments un peu moins compliqués. C'était monsieur un peu truc, astuces et bonnes adresses, quoi. Et puis il s'assoit à côté de moi un jour et puis il me dit mais qu'est-ce que tu fous là? Et moi je lui dis je fais comme toi. Il me dit non, pas comme moi. Je dis si. Il me dit non, non parce que toi tu subis. Comment ça? Mais oui, moi j'ai choisi d'être dans la rue. Je lui dis comment ça t'as choisi d'être dans la rue? Il me dit ouais, moi j'étais un ancien ingénieur, j'avais une bonne situation, j'en ai juste marre. J'avais envie de vivre autre chose, j'avais envie de lâcher toutes les contraintes. J'ai choisi de vivre dehors et de tout laisser tomber. Et toi, tu subis. Alors, tu vas plutôt bien encore, tu bois pas encore, il m'avait dit tu picoles pas encore, tu es malheureux. Donc maintenant, tu te lèves et tu te débrouilles. Il m'avait dit lève-toi, tu pues. Il m'a pas dit casse-toi, tu pues, mais il m'a dit lève-toi, tu pues. Je me rappelle très bien. Alors, je me rappelle pas son visage, oui, mais son nom, j'en sais rien, mais je me rappelle bien de ses yeux, plutôt bienveillants. Et c'est suite à cette rencontre que je suis retourné, que j'ai pris cette petite chambre d'hôtel pour mieux me préparer, pour pouvoir essayer de trouver du boulot, quoi. Ce que je trouve assez incroyable dans cette conversation que vous avez eue, qui est finalement un bref moment, dans un moment qui lui-même, comme vous l'avez dit, est un bref moment de votre vie, c'est-à-dire que ça ne caractérise pas l'ensemble de tout le parcours que vous avez eu et vécu, mais c'est le pouvoir finalement des rencontres d'une part, qui est caractérisé dans ce moment-là, et le pouvoir des mots. Et je trouve très puissant qu'il y ait justement eu cet échange autour de la notion de choisir
à l'opposé de subir, et comment C'est est-ce que ça. lui, de sa place, il a perçu ça de vos différences dans une situation sur le papier a priori identique, et il vous a donné quelque part alors je sais pas si vous diriez la force, mais en tout cas ça a créé un déclic pour se dire bah oui, peut-être que là j'ai autre chose à vivre, et ça a amorcé en tout cas quelque chose dans votre parcours, quoi. Bah, c'est clairement ça. C'est-à-dire que peut-être que s'il m'avait pas dit ça, je ne sais pas si j'y serais encore, parce qu'on ne sait jamais, mais ça aurait certainement pas été aussi simple. Et c'est vrai que il a donné du courage, quoi. Il a mis le mot qu'il fallait, subir, choisir. Euh, Après, bon, il m'a dit plein d'autres choses, hein. Il a discuté avec moi, il m'a parlé de potentiel, il m'a parlé de plein de choses. Mais ce que je retiens surtout, c'est subir et choisir. Ça a été un moment déclencheur. Hmm. Et donc ce que vous dites là, c'est Envie de se lever. oui, c'est ça, l'envie de se lever et comme vous dites, de passer à l'action, de prendre, voilà, de Ouais. réunir les l'argent que vous aviez pour pouvoir vous payer une Hum. chambre d'hôtel, vous sentir en sécurité dans un espace où vous pouviez vraiment vous reposer, j'imagine, comme vous le disiez, en ne vous sentant pas toujours sur le qui-vive pour passer, enfin voilà, pour être mobile vers un autre lieu ou une autre situation. Et donc, à partir de là, effectivement, une autre page de votre vie s'est ouverte. Et en même temps, ce que j'ai retenu, moi, de votre témoignage, c'est combien, justement, vous n'avez pas tiré un trait sur cet épisode de votre vie où vous auriez pu vous dire, voilà, c'était avant, c'était autre chose, et maintenant je reprends les choses comme Non, avant, entre guillemets. Vous avez fait le non. choix, pour le coup, d'emmener avec vous les apprentissages que vous aviez faits, et vous n'avez pas quitté la rue au sens où vous avez gardé un lien avec cet aspect de tolérance, de présence attentive à l'autre, et d'espace de solidarité que vous aviez rencontré. Comment vous avez poursuivi ce lien avec la rue? Comment vous avez choisi de le poursuivre? Dans un premier temps, d'abord, quand j'en suis sorti, fallait trouver un boulot. Et quand tu cherches un boulot, il te faut une adresse. Et quand tu cherches une adresse, il te faut un boulot. Donc, Ouais. qui de l'œuf ou Cercle de la poule, vicieux. hein. Ouais, donc là, c'était compliqué. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, en partie, sous les conseils de ce monsieur, que m'a dit, écoute, investis quelque part. Prends-toi une petite chambre d'hôtel. Ça coûte un peu de sous, mais il faut que tu le fasses. Et donc, parce qu'il me dit, tu peux pas aller voir, enfin, tu peux pas continuer, parce que je cherchais, hein, de temps en temps, j'allais dans les entreprises, mais tu peux pas continuer à voir les entreprises comme ça. D'abord, tu schlingues, ça se voit, enfin, même si tu essayes de faire un effort, ça se voit, quoi. Tu es fatigué, ça se voit. Donc, effectivement, au bout de quelques jours, je suis retourné voir des entreprises, alors pas les mêmes, hein, parce que quand même pas déconner. Et je leur ai dit, avant, je leur disais bonjour, je cherche du travail. Et ça marchait pas. Et là, je leur ai dit bonjour, voilà, je suis cadre sur la région parisienne. Je compte m'installer sur ce secteur. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? En fait, c'était pas tout à fait faux parce que j'étais effectivement cadre sur la région parisienne quelques temps avant, quelques mois avant. Et en fait, c'est leur regard qui a changé. C'est pas moi, hein, moi je suis le même, mais le regard des gens a changé. Un peu habillé différemment, un peu plus reposé, les traits moins tirés. Je sentais un peu meilleur sur moi. Oui, puis Et puis, le choix des mots aussi que vous et aviez. voilà. Et les mots, c'est-à-dire, j'étais plus celui qui demandait quelque chose, mais j'étais celui qui proposait éventuellement de partager un projet avec eux. Et j'ai pu redémarrer. Alors, dans un premier temps, j'ai d'abord surtout redémarré le boulot pour le stabiliser, puis ensuite j'ai rencontré ma femme d'aujourd'hui, voilà, on a reconstruit une vie. Et puis, je sais pas si je l'ai fait exprès, s'il fallait le faire, si je devais quoi que ce soit à qui que ce soit, j'en sais rien. J'ai juste eu envie de m'impliquer sur mon territoire, du Mans maintenant. Alors, d'abord, comme je suis assez impliqué dans les clubs d'entreprise, j'étais administrateur à la mission locale, puis vice-président même de la mission locale, et puis pas mal impliqué dans les associations, autour de l'insertion, autour de l'emploi, autour de la formation, petit à petit, comme ça. Donc voilà, c'était plutôt utile. Et puis j'ai croisé des associations qui étaient plus proches des gens qui étaient en grande précarité. Et puis j'ai rencontré, j'étais un peu sourd dans la rue, et puis
J'ai discuté avec des gars de la rue, et puis je me rappelle de cette journée où en fait j'étais dans le tram au Mans, et il y a deux mecs qui viennent vers moi. Mais vraiment, hein, c'est un truc de fou. D'abord, je les regarde, je ne peux pas m'empêcher de les regarder, c'est peut-être pour ça, ils sont venus vers moi. Et puis ils m'ont dit, ouais, j'avais une veste de costume, une veste quoi. Il m'a dit, ah, belle ta veste. Puis il me dit, toi, tu nous connais. Voilà. En fait, je sais pas, il savait que j'avais passé du temps, il savait que j'étais, j'allais dire de la famille, il savait que j'étais, je sais pas, moi je le ressentais, il le ressentait aussi. Et puis on discute, et puis ouais, passe-nous voir, machin, et puis voilà, et puis bon. Puis après, il y a une petite association qui s'appelle Un repas pour tous, qui est une super assoce avec des gens, des bénévoles qui préparent des repas pour leur donner le dimanche soir. Et puis on a sympathisé, on s'est donné des coups de main, et puis voilà, j'ai eu envie de lancer une opération qui s'appelait un regard, un sourire. Donc, dans un premier temps, comme j'avais pas mal de réseaux, notamment dans le monde de l'entreprise, formation, insertion, logement, enfin, tous les acteurs, y compris politiques, hein, du territoire, j'ai d'abord eu l'envie de monter la soirée de la solidarité. Donc, j'ai été voir le stade, le MM Arena, donc le stade du Mans, le grand stade du Mans. Et puis le boss que je connaissais un peu m'a dit, bah, écoute, super, on fait un repas. Donc, on a fait un grand repas avec des jeunes. Je mets toujours des jeunes dans les actions, des jeunes des lycées professionnels du Mans, qui sont venus fabriquer et servir un super repas qu'on a vendu. Donc, j'ai invité le maximum de personnes. On a fait le plein, 300 personnes dans la grande salle. Une soirée de prestige qui était magnifique. Et on a récolté un peu plus de 12 600 € pour 3 associations que je parrainais. Il y avait la Croix-Rouge avec ce qu'on appelle les maraudes, hein, le SAMU social. Il y avait un repas pour tous et puis l'épicerie solidaire dont j'étais le parrain aussi. Et puis voilà, on était super contents. Sauf que je me suis dit, mais il manque quelqu'un quand même là dans cette salle. Il y avait tous les acteurs de l'emploi, de la formation, de l'insertion, de politique, les clubs d'entreprise, les organisations professionnelles, les organisations syndicales, tout le monde était là, sauf les gens de la rue. Ouais. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Et à la fin de la soirée, il y a le patron de la CCI du Mans, CCI Formation du Mans, Olivier, qui vient me voir et qui me dit, Jean-Luc, on t'a pas assez aidé. On va t'inviter avec les partenaires qu'on a organisés avec moi, des partenaires associations, et les gens de la rue, on va t'offrir des repas au CFA de restauration, ce qu'on appelle un restaurant d'application. Oui. Et puis donc voilà, on a fait 2 fois ça, c'était super sympa. Et puis un jour, j'étais assis en face d'un gars de la rue que je connaissais un peu. J'avais essayé de le positionner sur un stage, et puis il n'avait pas été au stage d'ailleurs. Et puis à un moment donné, il parlait très peu, et puis il y a un jeune apprenti qui lui amène le dessert. Et au moment où il lui amène le dessert, le SDF, qui était un jeune homme d'une trentaine d'années, presque les larmes aux yeux. Et donc le jeune apprenti lui dit, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, pardon. Il fait, non, toi, tu as fait ton travail. Il est magnifique. Mais pour moi, tu ne peux pas savoir ce que ça représente. Et là, ça a tilté dans ma tête entre la notion d'essentiel, important, essentiel, important. Ce qui était important pour l'un devenait essentiel pour l'autre. Et là, il y a eu un superbe regard et un superbe sourire entre les deux. Et ce jour-là, on était en mars 2017, je crois. Ouais. J'ai dit, je vais faire un regard, un sourire. Ça, il faut que les gens le sachent. Un petit regard, un petit sourire, on ne se doit rien. On sort des stéréotypes, on sort des jugements. Il faut faire évoluer les regards sur les gens de la rue. Et donc, j'ai lancé l'opération un regard, un sourire. Je ne savais pas comment faire. J'ai été voir mes jeunes du CFA. Je leur ai dit, on va monter un salon éphémère en plein milieu de la rue, un dimanche. C'était un dimanche en juin 2018, pratiquement au moment des 24 heures, avec un coup de main de la mairie où j'avais demandé un petit barnum et tout. Voilà, super. Yves Calib, qui est l'adjoint en mai en charge des solidarités, quelqu'un qui est extrêmement sensible à tous les sujets de solidarité et très actif sur le terrain, c'est un élu vraiment de terrain. Il m'a dit, t'inquiète, je t'amène de la flotte, je t'amène de l'électricité, on va se débrouiller. Super sympa. Et donc, on a fait cette opération, on a coiffé plus une quarantaine ou une cinquantaine de personnes de la rue. Et du coup, on a eu plein de presse.
Et grâce à cette opération de presse, on a pu envoyer les messages qu'on voulait envoyer. Un regard, un sourire, on se doit rien. Et on a eu tellement de succès au niveau de la presse qu'on a été élu au talent de la Sarthe, puisque en Sarthe, il y a un peu les Césars par catégorie, le vainqueur des employeurs, le vainqueur machin, puis nous, on a eu le trophée de l'opération solidaire. Donc, on a été élu talent de la Sarthe solidaire. Voilà, donc ça a encore buzzé. Et puis après, on a fait les Noëls au MM Arena, 2 fois de suite. On a fait avec les partenaires, avec les gens de la rue, avec des concerts, voilà, au stade. J'ai pas un rond, hein. J'ai pas 1 euro, hein. C'est toujours des copains qui me disent OK, on te donne un coup de main et tout. Donc en fait, je n'ai fait que faire du lien entre un monde associatif et un monde plutôt entreprise, enfin faire du lien avec, Oui. parce que quand on a du réseau, ça permet de faire du lien. Vous créez Et des puis ponts, en fait. voilà. Vous Oui, créez tout des ponts simplement. entre les Ouais, univers et entre les individus. Mais ce que c'est je trouve ça. très, très touchant dans ce que vous décrivez là, c'est combien votre ambition, en fait, c'est l'action. C'est-à-dire de Que partir ça. de... Il y a un constat, il y a une situation que Que ça. vous observez, il y a un déclic, une certaine prise de conscience de votre côté et vous dites, bah, on peut pas en rester là. Comment est-ce qu'on Non, amplifie ce phénomène-là en termes de prise de exactement. conscience et Hum. comment est-ce que, pas à pas, personne après personne, on fait monter du monde à bord, quoi. C'est ça? Ah oui, puis plus on me dit que c'est compliqué, et plus ça me donne envie, et plus on me dit que c'est impossible, et plus ça me donne envie. Moi, donc, après les 2 Noëls au MM Arena, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ce succès? Parce que je m'en fous du succès pour moi, c'est pas le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a fait évoluer les regards sur les personnes, on a fait évoluer les idées reçues. J'ai des gens de la rue qui me disaient que les gens leur parlent plus. J'ai des gens que je connais qui sont des amis qui avant n'osaient pas les regarder et maintenant les regardent, leur dit bonjour et ils me disent ça me fait du bien à moi aussi. Oui. Moi, j'étais heureux. Bah oui. Après, je me suis dit, mais est-ce que je peux aller plus loin? Alors là, je me suis dit, c'est quoi le problème? C'est le logement. Bon, j'ai dit, je vais essayer de faire quelque chose sur le logement. Bon. Alors, je réfléchis, voilà. Donc, j'actionne le réseau. Je vais voir, à l'époque, c'était encore la DCCS, hein, la Direction départementale de la cohésion sociale. Je connaissais un petit peu de monde, évidemment. Et puis, je vais les voir. Et je dis, explique-moi comment ça marche, le logement. Alors, il me dit, il y a le 115, les urgences, il peut y avoir un hôtel, il peut y avoir des foyers collectifs, il peut y avoir des choses en individuel, etc. Je dis, tu me parles beaucoup d'hébergement, mais est-ce qu'il y a des logements? Ah, il y en a un peu, ouais. On n'est pas super. Voilà, on aimerait bien en faire plus, c'est du logement accompagné. Je dis, attends, explique-moi ce que c'est. Elle me dit, ça s'appelle l'IML. Ah, je dis, ah bon, c'est quoi ça? Intermédiation locative. Donc, le gars, il est accompagné par une association qui porte le loyer, qui porte le bail et qui accompagne la personne qui est à la rue, qui rentre dans le logement. Et à la fin de la période d'accompagnement, le bail glisse vers l'occupant qui devient locataire. Alors, pendant toute cette période, il paye son loyer, mais il paye à l'association. Et l'association paye au propriétaire. Donc, ça rassure le propriétaire. Je dis, c'est pas mal ton truc, là. T'appelles ça comment? L'IML. Je dis, ah, du coup, je vais l'appeler un regard, un sourire, un toit. C'est du marketing, hein. Donc, Oui, on ça a fait change. c'est tout, on a fait du marketing. Alors, j'ai lancé l'opération, parce qu'évidemment, j'ai peu de réseau avec les copains, les clubs d'entreprise, patins, etc. Cette année, on est à 76 personnes. 67 personnes sur la ville. 76. Ouais, un truc de fou. Plus une maison sur Sablé, une maison sur la Flèche. Donc, je ne suis pas tout seul, hein, bien sûr. Mais ça veut dire qu'on a ouvert le champ des possibles vers d'autres types d'hébergement qui est passé. On est plutôt sur le logement. Le logement, c'est plus durable que l'hébergement. Parce que l'hébergement avec les gens de la rue, c'est un peu des allers-retours quand même. C'est un peu compliqué. Oui, Avez... l'idée, c'est vraiment de créer de. En fait, ce que j'entends, c'est que vous êtes dans ces moments, vous, de choisir de donner l'impulsion, et y compris de donner l'impulsion de manière durable à des personnes qui sont prêtes, en fait, à changer, à sortir de la rue, mais qui n'ont pas les codes ou plus les codes pour la suite et qui n'ont plus la visibilité. Et vous travaillez à recréer des ponts finalement entre les personnes et les univers pour que cette envie d'avancer, elle soit possible et elle soit nourrie en fait en termes d'énergie par quelque chose de possible de manière très pragmatique et très concrète, quoi. Alors, c'est effectivement très pragmatique et concret, et surtout chacun à sa place. C'est-à-dire que moi, je m'appuie sur les associations. Je n'ai pas créé d'association volontairement. Tout le monde pense qu'il y a une association à regard un sourire. Il n'y a pas d'association. Je ne vais pas les créer alors qu'il y a des gens qui savent faire. Par contre, j'ai créé les conditions à ce qu'ils puissent faire.
Donc, et là, si je prends l'exemple d'un regard sur un toit, lorsque l'on a lancé ça, donc il y a une association qui est partenaire sur le Mans, c'est Tarmac, et à l'extérieur du Mans, c'est Croix-Rouge. Donc c'est bien eux qui font l'accompagnement, c'est bien eux qui vont, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais sélectionner, enfin choisir la personne, parce que évidemment, vous avez des profils différents. Vous avez des gens qui sont prêts à être en appartement et d'autres qui sont plutôt encore sur un profil hébergement. C'est eux, c'est leur métier de voir si la personne elle est plus autonome ou moins autonome, si elle a besoin d'un accompagnement renforcé ou un peu moins renforcé, si elle est plus proche de la sortie ou pas. Donc c'est eux qui étudient la situation de la personne et c'est eux qui positionnent. Donc moi, je ne fais finalement que de la com, finalement. J'exagère un peu, mais et en fait, c'est leur job à eux de regarder. Parce qu'à la rue, vous avez différents profils de gens de la rue. D'abord, un SDF, c'est un sans domicile fixe. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui dort tout le temps dehors. Parfois, oui. Parfois, un squat. Parfois, un copain. Parfois, un hébergement. Parfois. Les gens qui dorment réellement, qui vivent réellement à la rue sont moins nombreux que les SDF. Il y a des chiffres, on les connaît. Hein. Sur la France, on a des estimations. Mais globalement, un regard, un sourire, c'est plutôt pour des personnes qui sont dans des situations où ils sont en train de s'interroger pour sortir, un peu comme je l'ai vécu moi, quelque part. Et donc, ça a donné d'excellents résultats parce que la SOS fait le boulot, fait le job et maîtrise, et c'est leur job. C'est pas moi qui fais le job d'accompagnement, d'accord. Ce que je trouve très intéressant dans la démarche et dans toutes les démarches en fait que vous impulsez, c'est la notion de choisir la juste posture et la juste place. C'est-à-dire que quand vous parlez de un regard, un sourire, dans cette notion de regard, j'entends cette phrase en fait, je te vois, je vous vois, c'est-à-dire cette première phase de reconnaissance qui rend quelque chose de possible dans la réintégration en fait d'une personne dans un collectif aussi qui est plus large que celui de la rue. Et ce que je trouve très touchant, c'est combien il y a cette attention à ne pas forcer les choses. On en avait un petit peu parlé quand on s'est rencontrés, mais on peut parfois, quand on évolue dans l'univers des associations et du bénévolat, avoir des personnes qui ont très envie, qui choisissent de s'engager avec cette mission d'être utile et d'aider les autres, et qui finalement, de manière un peu maladroite, vont forcer les choses et vont chercher à aider des personnes qui n'en ont pas envie. Donc comment est-ce que vous pouvez nous partager justement ce retour d'expérience sur comment choisir le juste dosage, la justesse dans la posture qu'on a finalement? Alors, j'ai pas de solution miracle parce que d'abord, j'ai pas fait de thèse sur le sujet, mais juste de l'expérience. Je vais rester modeste, mais une certaine expérience certainement. D'abord, la première chose qui m'a marqué, c'est quand moi-même j'ai posé la question à des mecs de la rue qui me disaient mais sortir, tu rigoles, j'en ai pris tellement plein la gueule et tu me demandes de retourner en prendre plein la gueule. C'est-à-dire. Ben oui, je suis tombé parce que j'étais dans un monde où j'en ai pris plein la tronche et tu me demandes de retourner dans un monde plein la tronche avec plein de contraintes, avec plein d'emmerdements, avec plein de factures, avec plein de... non, je n'ai pas envie d'y retourner. C'est ça. Voilà, ça va, je vais pas tendre la joue, c'est bon. Donc déjà, ça m'avait marqué. Ça, c'est le premier point. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de différents accompagnements que j'ai pu faire, que je fais des maraudes, je vais le soir sur la distribution de repas ou des choses comme ça, je vois des bénévoles qui effectivement arrivent avec une envie de les sortir de la rue. Oui, je vais t'aider, qu'est-ce que tu as comme problème La posture de sauveur, comme on dit. Ouais. Alors bon, c'est plein de bonnes intentions, il n'y a pas de souci. Puis des fois, ça peut même être utile. Et moi, les gens que j'ai pu emmener à mes côtés pour donner un coup de main en tant que bénévole, je leur dis surtout, d'abord, tu penses à toi aussi, de temps en temps, parce que ça peut te prendre. Hein, il y a des situations difficiles, des fois. Hein, je pourrais vous en raconter une ou deux où il faut être bien accroché. Quand on voit une gamine débarquer à 23h du dernier train qui arrive Paris, qui arrivait de Belgique, qui était congelée, et à mon avis, elle avait pas 18 ans. Enfin bon, on voit des trucs, parfois, c'est compliqué quand même. Hein. Et elle débarque là, dit je vais voir ma copine. La copine, elle n'avait pas de copine, hein, elle était à la rue, quoi. Bon, bref, donc il faut aussi prendre sur soi. Et je leur dis, notre seule vraie mission au départ, c'est d'être là. Juste là.
juste là pour entendre et écouter. C'est tout. Il est vrai qu'à un moment donné, on peut entendre des choses où on se dit, tiens, cette personne-là est prête à recevoir un petit coup de main pour un problème de logement, pour un problème de ceci, pour un problème de boulot, pour un problème de santé, pour un problème de... Peu importe le domaine. Où là, on se dit, tiens, je vais activer le réseau. Et là, dans les bénévoles, on a tous du réseau. Moi, c'est un peu les entreprises, d'autres, ça va être la santé, d'autres, ça va être le logement, d'autres, ça va être... Vous voyez, bon, moi, c'est un peu le logement et puis le boulot. Donc, c'est comme ça que ça marche. Après, c'est le réseau. Mais vouloir absolument sortir, et j'ai une expérience très récente parce que on a monté la délégation des bureaux du cœur sur la Sarthe. Je vais préciser ce que c'est, mais en gros, c'est une association qui est née à Nantes il y a 2 ans à peu près, qui est partie de l'idée qu'il y a des bureaux chauffés et la nuit et des gens dehors. Donc, ça les a un peu agacés. Ouais. Bon, ce que je partage évidemment. Hein. Et moi, j'avais lancé un truc un peu similaire, mais ça avait pas pris à l'époque. J'étais tellement pris sur l'autre opération que j'avais un peu lâché. Puis un jour, parce que Un regard, un sourire, ça a eu pas mal de succès, ça a fait France 2, France 3, TF1, Brut. Et un jour, je reçois un coup de fil d'un gars sur Le Mans qui est dans l'immobilier qui me dit, Jean-Luc, je le connaissais un peu, mais on ne se connaissait pas beaucoup plus que ça. Et il me dit, voilà, moi, j'arrive ce matin pour proposer les visites d'un bâtiment industriel et j'avais quelqu'un dehors qui dormait devant la porte. Donc j'ai laissé rentrer, prendre une douche, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut inventer un truc. Je dis attends, on va rien inventer, il existe un truc qui s'appelle les bureaux du cœur à Nantes. J'ai pas encore été parce que j'étais tout seul. Maintenant, si on est 2, on peut peut-être y aller. Bon, donc avec Emmanuel, on a lancé les bureaux du cœur sur la Sarthe. En 2 mois, on est à plus de 11 personnes qui sont déjà qui ont été positionnées dans les endroits qui ont accepté de les accueillir. Il y a des conditions particulières, je rentre pas dans les détails. Et au début, mon gars Manu, c'était un sauveur. Hein. Il allait avec moi. Attends, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as comme boulot? Tu connais? Qu'est-ce que tu sais faire? Attends, on se détend. Tout va bien. Donc, je lui ai dit, fais des maraudes. Va les voir. Et en fait, il a compris. Il a compris. Il a été faire des maraudes. Ouais. Il a rencontré. Il s'est mis dedans. Et petit à petit. Et voilà. Et les bénévoles qui nous ont rejoints dans le bureau du cœur, sans les forcer, on leur propose éventuellement de faire des maraudes. Et ça change le regard sur et la mission que l'on peut avoir. On en a parlé au moment de 60 000 rebonds, hein, c'est la même chose. Ce que l'on peut faire en termes d'accompagnement. On accompagne pour qui? On le fait pour qui? On le fait pour eux, on le fait pour nous. Et si on le faisait pour nous, c'est pas grave, il faut juste se l'avouer. Donc c'est tout ça, en fait. C'est juste des moments de vérité. Voilà. Et sortir du jugement et faire les choses de façon extrêmement pratico-pratique. Moi, je dis pas qu'il n'y a pas d'émotion dans tout ça. Il y a évidemment énormément d'émotions. Bien sûr, puisqu'il y a dans les choix, exactement. Je fais juste un peu la part des choses parce que sinon, c'est extrêmement difficile, quoi. Ouais. Hein, parce que on croise des gens qui ont morflé. Hein. Bien sûr, et ce que ça nous invite aussi à faire, c'est à systématiquement prendre en considération la singularité et de la situation de la personne, et de la personne face à nous, et de l'état de disponibilité dans lequel on est aussi, j'imagine. Enfin, il y a tout ça qui fait que l'idée n'est pas de tirer de grandes leçons et d'avoir des grandes théories, mais plutôt de partir de l'existant. Alors, quand vous disiez, c'est juste être présent, être là, moi, je crois que c'est vraiment pour le coup un choix de mettre en conscience justement cette qualité de présence et cette qualité d'attention finalement à soi et à l'autre qui permet justement ces moments de vérité, ces moments d'authenticité et de cohérence, je dirais, avec ce qui est possible sur le moment, et non pas de venir plaquer quelque chose de l'ordre d'une grande vérité ou d'une grande théorie pour sauver l'humanité, quoi. Ouais, et puis c'est pas une question. Les intentions sont toujours excellentes, bien mais sûr. La question c'est pas ce que je veux apporter, c'est quel est le besoin de la personne. Je discutais l'autre jour avec une personne qui voulait faire des maraudes et qui me disait ouais, moi de toute façon quand je vais dans le petit magasin là, le petit truc market, j'achète toujours un bout de sandwich et puis je le donne au gars qui est devant. Ben, je dis t'es sûr qu'il a besoin d'un sandwich?
Ben, Oui. je sais pas. Il me dit merci en tout cas. Je dis bah oui, il va pas te dire, il va pas te l'aimer. Je sais pas. Tu as posé la question ce qu'il avait envie? Mm. Je vais rentrer dans le magasin. Je peux peut-être vous prendre quelque chose si vous le souhaitez. Vous auriez envie de quoi? C'est ça. Ah. Et en fait, c'est ce qu'elle a fait et ça change tout parce qu'elle a créé du Exactement. lien, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il préférait des croquettes pour son chien qu'un sandwich pour lui. Et ça se juge pas. C'est comme ça. Lui il va se débrouiller autrement, etc., etc. Enfin, c'est juste ça. C'est-à-dire que la bonne intention, c'est super, mais ce qui est encore mieux, c'est quand ça correspond à l'attente et aux besoins de la personne. Et c'est tellement facile de lui poser la question. C'est-à-dire quand on pose la question en plus à la personne qui est à la rue, on lui porte attention. Quand on se contente de lui amener un sandwich, on lui porte, est-ce qu'on va parler de pitié, de secours, de ceci, peu importe les mots qu'on met, mais on, on l'entérine dans sa situation de personne en Mm. difficulté. Tu vois, t'es en difficulté, donc je te donne à manger. Enfin, je caricature. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, C'est oui, que complètement. En fait, je crois que c'est on, aussi la question de, on a tendance, mais ça c'est très on humain, lui rappelle quoi. à supposer ce que l'autre est, Hum. ce dont l'autre a besoin, et en fait d'imaginer que l'autre est comme nous finalement, de manière plus ou moins consciente ou inconsciente. Et en fait, ce que vous dites là, c'est quelque chose moi qui me touche particulièrement, qui est de dire on n'arrive pas avec des réponses toutes faites face à l'autre, mais on va plutôt arriver avec une question. Et ne serait-ce que Bah oui, poser la question de quoi avez-vous besoin, on crée l'espace et en fait peut-être que c'est pas à manger effectivement ou c'est pas et juste la ou c'est parole rien, ou peut-être c'est c'est rien. rien. Souvent, ils répondent rien et ils disent merci. Exactement. Et c'est énorme. Et parfois, quelqu'un qui veut pas, ça existe, hein, il n'y Oui, a pas de raison, va être extrêmement, éventuellement vexé de recevoir. tout à fait. Parce qu'on appuie sur le fait qu'il est en difficulté. Et d'abord, pourquoi il est en difficulté? Pourquoi dire qu'il est en difficulté? Est-ce que lui est en difficulté? Est-ce qu'il se considère en difficulté? Moi, mon ingénieur, il n'était pas en difficulté, hein. Mm. Il m'a dit un jour, je suis très heureux. Et Et oui. c'était sûr qu'il y a des gens qui ont dû lui amener un sandwich. Oui, parce qu'on projette, Et on projette en fait c'est sur l'autre. Ouais, ouais. C'est complètement. c'est une autre façon de voir. Alors, c'est plein de bonnes intentions. Encore une fois, il ne faut surtout Bien pas sûr. critiquer le fait de vouloir aider, de vouloir rendre service. La question, c'est de se poser, c'est effectivement de se dire, mais l'autre, parce que c'est toujours pareil, on est aussi, on existe à travers le regard de l'autre. Donc, en voulant rendre service, on veut aussi recevoir quelque chose qui va nous renvoyer quelque chose à nous. Donc, pour qui on le fait, mais à la limite, même si on le fait pour soi, mais c'est pas grave, il faut juste se l'avouer. Mm. C'est Et juste de pas se mentir, quoi. oui, et de tenter de le faire avec le plus de justesse et d'authenticité possible, quoi. C'est aussi l'intention qu'on peut poser pour soi et pour l'autre. Mais imaginez, enfin, moi je sais que enfin, ça me parle, mais je ne sais pas si ça parle forcément à tout le monde, parce que c'est vrai qu'il faut parfois côtoyer régulièrement et vivre un peu avec eux. Moi, je les vois régulièrement, on se croise beaucoup et on se retrouve sur des moments ensemble. Mais leur statut, quoi. Des gars en difficulté, des gars en précarité, quoi. Enfin, des gars et des filles, hein. Mm. Il faut savoir qu'à Paris, c'est 40% hein, de femmes hein, qui sont à la rue. Enfin, à la rue, SDF. On ne les voit pas beaucoup, est-ce qu'elles se planquent, pour les raisons qu'on peut On peut malheureusement imaginer. comprendre. Mais on entérine ce statut de gens en difficulté, quoi. Je sais pas, moi, qui est en difficulté. J'en sais rien, moi. Qui c'est qui est en difficulté, d'ailleurs? C'est quoi être en difficulté? Enfin, qu'est-ce qu'on y met comme mot derrière? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? C'est Ouais, c'est vrai. Et justement, ça, c'est une phrase que vous avez dite que j'ai notée tout de suite quand vous l'avez prononcée, c'est que vous avez dit en France, on n'aime pas l'échec et on n'aime pas l'échec. Avec donc ce jeu de mots entre l'échec, ce qu'on rate, et l'échec, l'argent, et donc sous-entendu la réussite. En quoi c'est ça. important pour vous, dans tout ce que vous faites là, de contribuer à changer le regard sur l'échec et sur la réussite? Mais enfin, moi, je suis toujours embêté par rapport à ça, même si je veux pas juger, mais parce que ce qu'on apprend aussi quand on passe un peu de temps dehors, c'est d'éviter de juger. Donc c'est pour ça que je fais gaffe. mais mais c'est vrai qu'à un moment donné, d'abord, c'est difficile d'échouer dans notre pays parce que les secondes chances, c'est compliqué, parce que alors qu'on apprend en tombant dans d'autres cultures et d'autres pays, en France, quand on tombe, soit on vous pousse encore un peu plus loin, mais en tout cas, on ne vous permet pas forcément de rebondir alors qu'on apprend.
de ses erreurs. Et les plus belles victoires, elles sont souvent dans les défaites précédentes. Donc, c'est pas trop la culture on n'est pas très, très cool avec l'échec, mais que la réussite, c'est terrible. Moi, je me souviens de ce gars que je connaissais qui travaillait en France et qui travaillait aussi en Allemagne pour des machines-outils, qui me disait quand je suis en Allemagne, je roule avec ma Mercedes pour aller voir mes clients, une belle voiture. Quand je suis en France, je loue une petite voiture. J'y vais pas avec ma Mercedes. Ah oui, oh là là, comment ça se fait qu'il roule avec une voiture comme ça? Dis donc, c'est pas étonnant, les prix, machin. Le regard sur la réussite, c'est soit jalousé, soit louche, soit pas bien, quoi. Et c'est ça qui moi, me perturbe parce que si on peut pas échouer, qu'on peut pas réussir, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On nivelle tout par le milieu. Alors que moi, le mec, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui a réussi à être heureux dehors. Selon sa propre grille de référence. Et ouais, et lui, il était ingénieur et il a échoué dans la vie précédente, soi-disant. Je sais pas, on met des mots sur des, voilà, c'est des jugements de valeur, tout ça. Voilà. Ce qui peut ressembler à une réussite pour les uns peut être une moins bonne réussite pour d'autres. Enfin, voilà, c'est très, très, très variable tout ça. Oui, donc, ouais, moi, je suis pas très à l'aise avec ces notions-là. En tout cas, ça nous invite à... Chacun son chemin. Ouais, ça nous invite à évaluer et à définir ce qu'est la réussite pour nous et qu'est-ce qu'on a vécu comme échec. Et puis souvent, c'est beaucoup moins manichéen que ça, c'est beaucoup moins tout noir ou tout blanc. Parfois des échecs sont des réussites. Enfin, des échecs sur le papier sont des réussites. Des réussites selon la norme sociale sont vécues comme des échecs. Donc ça nous invite finalement à choisir nos propres définitions et surtout qu'est-ce qu'on en fait de ces situations-là, quoi. Mais on a plein de sujets comme ça où il y a des idées reçues qui rassurent tout le monde parce que je vais prendre un exemple. On parle beaucoup d'égalité homme-femme. Mais enfin, vous trouvez encore beaucoup de gens qui disent « pleure pas, t'es pas une fille » à leurs enfants. Qui disent à leurs garçons « pleure pas, t'es pas une fille ». Enfin, moi, j'invente rien. Hein. Ah oui, non, bah oui. Donc, je peux raconter cette anecdote parce que je donnais des cours à des jeunes, c'était très sympa, à des jeunes de l'IUT sur du management, organisation, gestion, tout ça. Je faisais une trentaine d'heures de cours. J'aimais bien tous les ans aller faire ces cours-là. Ça me mettait un peu le logiciel jaune à jour. J'ai un petit reset tous les ans. Et puis un jour, ils sont venus à parler d'économie. Alors, ils parlaient d'entreprises, de grandes entreprises, de CAC 40, de machin, de ceci. Au bout d'un moment, je dis, attendez, CAC 40, il y a combien d'entreprises au CAC 40 d'ailleurs? Alors, j'ai entendu tous les chiffres. J'ai dit, attendez, il y en a 40. C'est pour ça que ça s'appelle le CAC 40. C'est dans le titre. Il y a combien... voilà, déjà, il y a combien d'entreprises en France? Ah bah, 3,5 millions. Bon, d'accord. CAC 40, 3,5 millions. OK. Et puis, on s'est mis à parler d'argent, de réussite, on s'est mis à parler de capitaux. Alors, je sentais que c'était un peu, il y avait une ambiance un peu, je veux le dire avec humour, un peu mélanchoniste de temps en temps. Ça tapait un peu dur. J'ai dit, attendez, je vais juste vous raconter un truc. Voilà, moi, je suis chef d'entreprise. J'ai un joli projet, intéressant, mais vachement risqué. Ah, je vais voir mon banquier. Et je dis, écoute, voilà, bon, et puis le banquier, finalement, il est sympa et il va me suivre et me prêter de l'argent. Enfin, prêter, il va me la vendre. Parce que forcément, il va y avoir des intérêts, et je vais payer les intérêts, et derrière, d'ailleurs, mes intérêts, je pourrais les déduire de mon résultat. Et là, je les regarde, je dis, j'ai choqué personne là? Ah bah non. D'accord. Bon, bah, je vous raconte maintenant la même histoire, mais je vais pas voir mon banquier, je vais voir un copain, Gérard, je l'appelais Gérard. Je vais voir Gérard, je dis écoute Gérard, voilà, j'ai un petit projet sympa là, vachement bien là, mais c'est vachement risqué, je suis un peu inquiet quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Il me dit écoute, moi j'ai un peu d'argent. Déjà j'ai dit un premier gros mot, argent. J'ai pas mal réussi, deuxième gros mot. Allez, bah, moi je veux bien rentrer au capital. Il va être capitaliste, hein, troisième gros mot. Alors si jamais on gagne ensemble. Si on perd, évidemment, on perd ensemble, hein, parce qu'il ne touchera rien, alors que le banquier, même si je perds, il touche quand même les intérêts tous les mois. Hein. Par contre, si on gagne ensemble. Mais il va toucher des dividendes. Ça y est, j'ai dit un quatrième gros mot. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que on a beaucoup d'idées reçues sur tout. Donc il y a des grands méchants et des petits gentils.
Bon, moi, je leur ai expliqué qu'il n'y avait pas que des grands méchants, qu'il n'y avait pas que des petits gentils, il y a aussi des petits cons et des grands gentils, voilà. Et, et c'était Oui. hyper intéressant parce qu'on voyait qu'au fur et à mesure, les choses tombaient Mm. et commençaient à se positionner sur une réalité plus pragmatique, C'est plus ça. réaliste et moins jugeante. Et plus Et là, on a eu singulière. plein d'échanges là-dessus. Voilà, et plus Oui, singulière. Dès qu'on est dans la singularité de la situation, forcément, il y a de la nuance qui est invitée dans la réflexion et dans la situation qui c'est nous... pas tout blanc ou tout noir, C'est ça, exactement. exactement. Et donc, ça nous invite sur un chemin de justesse et de qualité de présence, justement, encore une fois, comme vous le disiez tout à l'heure, et d'attention à la situation particulière. On pourra avoir de longs débats hein, sur Ah oui, l'éducation d'une manière générale, les méthodes d'apprentissage, l'école, etc. C'est l'éducation même hein, des parents. mm, Tout ça tourne autour de tout ça. Et quand on est un peu atypique, on a du mal à être repéré comme quelqu'un de normal. c'est ça, de rentrer dans les Euh, c'est cases. C'est pas toujours ah simple. ouais, c'est pas oui, c'est clair. Bon, en tout Et cas, est-ce qu'il faut être dans les cases? Parfois, on a Ah oui, besoin d'être dans les cases pour pouvoir aussi avancer. Et en tout cas, il faut savoir en jouer. Il faut les connaître suffisamment pour pouvoir en jouer. C'est aussi tout l'enjeu, notamment quand on a quitté depuis longtemps un environnement et qu'on essaye de s'y réinsérer, comme par exemple des personnes qui ont été longtemps dans la rue et qui veulent reprendre le chemin d'une société avec des normes qui sont, qu'on le veuille ou non, qui mais sont ça là. peut être compliqué, hein. Vous savez, moi, je me souviens qu'une des premières personnes qui est rentrée dans le cadre d'un regard, un sourire, un toit, qui avait son appartement, Stéphane, hein, il avait beaucoup de mal à dormir les premiers soirs dans son lit. C'est-à-dire qu'il avait une chambre, mais il dormait par terre. Tout ça pour dire qu'il faut réapprendre, il faut avoir envie de réapprendre à retrouver une situation dite classique ou dite normale. Mais c'est quoi la normalité? C'est ça. Quand on C'est regarde vrai. notre société d'aujourd'hui, bon, il y a quelques trucs qui vont pas bien quand même. Hein. C'est ça. Donc, pour une société normale, Mm. on peut mieux faire. En tout Comme à cas, l'école, on disait peut mieux faire. voilà, en tout cas, c'est le bon chemin, en tout cas un chemin juste, ça va être celui de comment est-ce que, quand quelqu'un a envie d'avancer, comment est-ce que je peux, par ma qualité de présence et d'attention, créer les conditions les plus favorables pour que cette personne-là C'est ça. sente une énergie qui l'accompagne, qui la porte et qui lui permet de reprendre confiance pour avancer à sa manière sur son chemin, quoi. C'est exactement ça. Très bien résumé. Non, non, Pour mais c'est ter- vrai. C'est exactement ça. Juste être là, présent, et tu as besoin, je suis là. Hmm. Pour terminer, vous avez évoqué les différentes opérations, un regard, un Ouais. sourire, un toit. Parmi les auditeurs qui aimeraient en savoir plus ou qui aimeraient d'une manière ou d'une autre contribuer de manière juste à toute cette démarche, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment est-ce qu'ils peuvent se renseigner? Alors, déjà, j'ai une petite page Facebook, Jean-Luc Catanzaro, donc ils peuvent m'envoyer un petit message en MP, comme on dit, hein, un message privé pour avoir des infos. Donc voilà. D'autre part, un regard, un sourire, c'est simple. Hein, je cherche des appartements à louer. Donc, s'ils ont des appartements à louer, voilà, ils peuvent se rendre utiles et faire partie des propriétaires solidaires. Globalement, sur le nombre qu'on a fait, on n'a pas eu de difficulté, donc le risque est très limité. Par contre, ce qu'on risque de faire, c'est de prendre beaucoup de plaisir et d'être heureux de pouvoir participer à faire sortir quelqu'un de la galère. Le propriétaire qui a loué l'appartement à Mika, mon pote Mika, qui maintenant a un boulot et a retrouvé sa fille, je pense qu'il peut être fier de lui, quoi. Il peut être heureux. Donc il y a ça. Pour ce qui est des bureaux du cœur, bah, c'est plutôt les entreprises qui peuvent éventuellement accepter de mettre des locaux, un petit bout de local chez eux à disponible. Il suffit qu'il y ait un lit, une petite armoire, de quoi grignoter quelque chose et puis une douche. À partir du moment où il y a un espace un peu aménagé, c'est très facile d'accueillir quelqu'un le soir et la nuit. Alors c'est du provisoire, hein, c'est le temps que la personne puisse rebondir sur une opération logement plus pérenne. Donc voilà, et puis après, s'ils ont envie de donner un coup de main en termes de bénévolat, là, il n'y a aucun problème. On va leur donner des noms d'associations qui cherchent des bénévoles, il n'y a pas de souci, Oui. pas de problème là-dessus. Et on peut aussi simplement commencer par
offrir un regard, un sourire, de toute façon. Alors, la prochaine fois. j'allais finir. Le plus simple, c'est ça. C'est que lorsque vous croisez quelqu'un sur le bord de la route, un petit regard, un petit sourire et on se doit rien. Et je vous assure que ça fait du bien aussi de le faire. Pas seulement à ceux qui le reçoivent. Bien sûr, on est dans un échange entre êtres humains. Et ça, c'est précieux. Merci beaucoup, Jean-Luc. Eh ben, c'est moi qui vous remercie de ce moment très sympa. Je ne savais pas à quoi je m'attendais et c'est très bien. Voilà. Donc, j'invite d'autres personnes à vivre ce moment. C'était très agréable. Merci beaucoup. Merci, Jean-Luc. Voilà. Et à bientôt, avec plaisir. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Un grand merci à Jean-Luc Catanzaro pour sa confiance et ses partages humbles, nuancés et inspirants qui donnent à voir combien nous avons, chacun et chacune, le pouvoir de nous engager concrètement au plus près de chez nous chaque jour. En 1997, le psychologue Arthur Aron a démontré qu'un contact visuel ininterrompu de 4 minutes accroît l'intimité entre deux personnes. Regarder une personne dans les yeux durant au moins 4 minutes pour la voir et la reconnaître dans sa singularité, c'est créer l'espace pour que son histoire singulière, avec ses besoins, ses rêves et ses buts, continue d'exister. Et si, à notre échelle et dans nos quotidiens, nous faisions plus que jamais le choix de la puissance du regard, de la reconnaissance de l'autre dans sa singularité et de la connexion à notre humanité commune. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Comment allez-vous vous en imprégner ? Et quel est le petit pas que vous pouvez réaliser dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? Au cours de cette conversation, vous avez entendu parler de l'association Un repas pour tous, de l'opération Un regard, un sourire, un toit, ou encore de l'association Les Bureaux du Cœur. N'hésitez pas à vous renseigner sur toutes ces associations et ces opérations sur Internet. Quant à Jean-Luc Catanzaro, vous pouvez le contacter sur sa page Facebook. N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation aura fait émerger. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast par exemple. Vous pouvez aussi partager cet épisode aux personnes qu'il pourrait intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, voilà bien le plus précieux des soutiens que vous pouvez apporter à ce projet pour le faire rayonner. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavoureluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi, vous serez ainsi informé dès la publication d'un nouvel épisode et vous recevrez la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail le lundi et que je vous invite à faire germer au fil de votre semaine. Enfin, n'hésitez pas à postuler à l'éclairage si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Pour ce faire, direction la page podcast de mon site. Et surtout, n'hésitez jamais à me partager vos questions, vos avancées, vos suggestions si le cœur vous en dit. J'ai toujours grand plaisir à vous lire et à vous répondre personnellement. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?